Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on met de côté les gadgets grand public un peu tape à l'œil et les promesses parfois, disons, fragiles, du tout sans fil. On va se plonger dans du concret, du solide. Notre sujet du jour, c'est l'IPX80 version 4 conçu par la marque française GCE Electronics. Ce petit boîtier est absolument fascinant parce qu'il fait une promesse assez radicale de nos jours. Être le contrôleur domotique ultime, 100% autonome et surtout, qui fonctionne sans la moindre connexion à un cloud externe. Alors, on est souvent face à un vrai dilemme avec nos maisons connectées. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler la box domotique typique. Vous savez, celle qui dépend d'Internet, qui utilise du sans-fil parfois capricieux et qui bien souvent vous demande un abonnement mensuel pour fonctionner à fond. Et puis de l'autre côté, on a l'approche de l'IPX 800V4. Là, on change complètement de paradigme. On parle d'un système sans cloud, entièrement filaire et totalement autonome. En gros, si la connexion Internet lâche, pas de panique, la maison continue de tourner comme une horloge. C'est quand même super rassurant. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va d'abord faire les présentations avec l'IPX80V4. Ensuite, on se penchera sur son anatomie et son câblage. On enchaînera avec son cerveau et sa partie logicielle, avant de voir un cas très concret avec la logique d'une porte de garage. Et bien sûr, on terminera par notre verdict final. Allez, on attaque. Chapitre 1. À la découverte de l'IPX80V4, ou ce qu'on pourrait appeler la moelle épinière de la maison connectée. Il ne faut vraiment pas voir ça comme un énième petit accessoire, mais bien comme l'organe central de votre installation. Et pour comprendre son efficacité, il y a un chiffre qui met tout le monde d'accord. 3,5 watts. C'est sa consommation maximale. C'est littéralement rien du tout. Pour un équipement qui doit tourner en permanence, 24 heures sur 24, c'est crucial. En veille, on tombe même à un seul petit watt. Et même quand le système tourne à plein régime, avec tous ses relais activés en même temps, il ne dépasse pas les 3,5 watts. C'est une sobriété absolument remarquable quand on sait à quel point il gère des tâches complexes. Mais au fait, à quoi ça ressemble physiquement tout ça ? Eh bien, oubliez les box au design futuriste prévus pour trôner sur le meuble de la télé. L'IPX 800 utilise un format très spécifique, le Ride-in. C'est un standard industriel, ce qui veut dire que cet appareil a vocation à être caché. Il se clipse solidement et discrètement à l'intérieur de votre tableau électrique, exactement comme un disjoncteur classique. C'est du pur fonctionnel. Passons au chapitre 2, anatomie et câblage, la connexion physique. C'est là qu'on met un peu les mains dans le cambouis. Alors, comment ça se passe en pratique ? D'abord, on fixe le boîtier sur le fameux Ride-in. Ensuite, il faut l'alimenter, donc on le raccorde à une alimentation de 12 volts. La troisième étape, c'est de brancher un bon vieux câble Ethernet pour le relier au réseau local. Et enfin, le plus gros du travail, le câblage détaillé. D'un côté, on va brancher des capteurs, comme des sondes de température par exemple. Et de l'autre, on connecte les fameux relais de 10 ampères. Ils sont tellement robustes qu'ils peuvent encaisser du 230 volts directement. C'est parfait pour piloter les moteurs des volets ou de gros éclairages sans le moindre problème. Ah, et il y a un concept électrique super important à saisir ici, le contact sec. En fait, c'est exactement le mécanisme que l'automate utilise pour interagir avec certains appareils externes. Imaginez simplement un interrupteur classique qui s'ouvre et se ferme de manière autonome, mais sans envoyer son propre courant. C'est grâce à cette méthode, très simple mais ultra fiable, que le contrôleur peut par exemple déclencher la carte électronique de votre porte de garage, juste en lui envoyant une petite impulsion. Chapitre 3. Cerveau et logiciel. On va maintenant voir comment on paramètre toute cette mécanique et comment on donne vie à la machine. La toute première chose à faire quand on sort l'appareil de sa boîte, la règle d'or absolue, la mise à jour. Ça se fait en quelques étapes assez simples avec un petit utilitaire, on repère l'adresse IP sur son réseau local et ensuite on procède en deux temps. D'abord, on flash le firmware matériel, donc le cœur du système, et ensuite seulement, on met à jour l'interface web. C'est vraiment l'étape incontournable pour s'assurer qu'on part sur de bonnes bases et qu'on évite les petits bugs de jeunesse. Et en parlant d'interface web, la version 4 a eu droit à une énorme refonte. Fini les vieux menus un peu austères, place à un flat design super moderne. Mais c'est pas juste joli à regarder, c'est un vrai bond en avant pour l'utilisation. On peut se créer des tableaux de bord sur mesure avec des petits widgets personnalisables et surtout, ça amène un outil visuel ultra puissant pour construire et gérer des scénarios d'automatisation d'une grande complexité. Bon, petite anecdote assez drôle au passage, mais qui sert de mise en garde. Un utilisateur racontait que lors de la première mise sous tension, ça a été, je cite, « un grand feu d'artifice dans la maison avec les volets roulants qui s'ouvraient et se fermaient ». Pourquoi ? Eh bien parce que l'appareil intègre en usine des scénarios de démonstration préconfigurés pour vous aider à comprendre le système. Sauf que si vous branchez tout et que ces scénarios sont encore actifs par défaut, la maison commence à vivre sa propre vie. C'est assez comique, mais bref, pensez bien à désactiver les exemples fournis avant le premier grand démarrage. Chapitre 4. La logique de la porte de garage. On va voir exactement comment ces fameux scénarios prennent vie dans la pratique. C'est là que la magie opère vraiment. Toute la puissance du système réside dans sa capacité à mélanger différents types d'informations. On prend des entrées numériques, comme des capteurs, on y associe des relais physiques, par exemple pour actionner un moteur, et l'ingrédient secret, ce sont les sorties virtuelles.
Elles n'existent que dans le logiciel et agissent comme une sorte de mémoire. En combinant tout ça avec des opérateurs logiques stricts de type et ou ou, on transforme de simples composants électroniques en un système capable de prendre des décisions contextuelles très poussées. Pour rendre ça plus concret, regardons cette ligne du temps. Imaginons qu'on veuille ouvrir une lourde porte de garage juste un petit peu pour laisser passer un piéton, et qu'elle s'arrête toute seule. Top départ, première seconde, on appuie sur le bouton. Le relais donne l'impulsion physique au moteur pour démarrer, et en même temps, le système mémorise l'intention d'une ouverture piétonne via un compteur virtuel. 10 secondes plus tard, la porte arrive au niveau d'un capteur intermédiaire. Et c'est à la 11e seconde que ça s'active. Puisque la condition virtuelle d'ouverture partielle était en mémoire, le système comprend qu'il doit envoyer une nouvelle impulsion pour stopper le moteur net à cet endroit précis. Puis, il remet son compteur à zéro. Cette capacité à croiser une position physique avec une intention mémorisée, c'est juste spectaculaire. Et on arrive à notre dernier chapitre, le verdict final. On va peser le pour et le contre, la puissance brute face aux petites finitions à revoir. Côté avantage, la liste est franchement solide. On l'a dit, la force première de cet automate, c'est sa fiabilité. Filaire oblige, pas de perte de signal ou d'interférence. Le fait que tout soit traité à 100% local, c'est génial pour la réactivité, mais aussi pour la préservation de vos données privées. Le moteur de création de scénarios est hyper ingénieux. Et petit bonus, l'écosystème peut facilement évoluer. Vous pouvez par exemple lui greffer un module pour dialoguer avec des capteurs sans fil spécifique, ou même communiquer par SMS si une alarme se déclenche. C'est très complet. Mais bon, pour être totalement exhaustif, il faut aussi être honnête sur les petites limites du produit. Le constat le plus important concerne la sécurité réseau. L'appareil ne gère pas nativement les connexions cryptées en HTTPS. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'il ne faut jamais, au grand jamais, exposer l'interface directement sur l'Internet public. Pour y accéder à distance, il faudra impérativement passer par un VPN ou un réseau sécurisé. On note aussi quelques légers bugs d'affichage sur certains écrans un peu atypiques et une configuration réseau un peu plus laborieuse que sur les anciennes générations. Rien de rédhibitoire, mais il faut le savoir. Et bien sûr, parlons de budget. À environ 238 €, on peut se dire que c'est un certain prix. Mais attendez, il faut vraiment mettre ça en perspective. Vous achetez le véritable centre névralgique de votre maison. Et contrairement à beaucoup de solutions actuelles sur le marché, c'est un achat unique. Pas d'abonnement cloud caché, pas de frais mensuels pour débloquer des options, juste une robustesse industrielle faite pour durer des décennies. À ce prix-là, c'est un investissement extrêmement pertinent. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez profonde pour clore notre analyse. Finalement, est-ce que la maison connectée ultime, c'est celle qui repose sur un cloud invisible, de plus en plus dépendant de serveurs lointains, ou est-ce que ça s'incarne plutôt dans la robustesse d'un vrai cerveau physique, filaire, immuable et solidement ancré au cœur de votre tableau électrique? C'est une vraie question à se poser avant d'automatiser son habitat. En tout cas, on espère que cette exploration vous a donné de nouvelles clés pour y réfléchir. L'univers technique est vaste, alors gardez votre curiosité en éveil et à très bientôt pour un nouveau décryptage.